Et pour commencer cette émission, nous vous proposons de revenir sur un coup de tonnerre à l'hôpital. 6 médecins sont mis en examen pour homicide involontaire. Leurs patients auraient succombé à des infections nosocomiales, c'est-à-dire des infections contractées à l'hôpital. Et il aura fallu l'histoire du comédien Guillaume Depardieu qui s'est fait amputer après une grave infection à la jambe pour que ces maladies sortent de l'ombre et du silence. Alors pourquoi et comment 800 000 personnes sont-elles touchées chaque année? Comment est-on contaminé dans un lieu censé soigner et respecter scrupuleusement les règles d'hygiène? C'est ce que vous allez découvrir dans cette enquête qui nous mène des salles d'opération ultra sophistiquées au sous-sol moyenâgeux de certains hôpitaux. Danger à l'hôpital, c'est un document de Véronique Préau et Ludovic Fossard. Entrer à l'hôpital pour guérir et ressortir encore plus malade, c'est possible. Frédéric disait, il ne faut pas être malade. Et il disait, si on est malade, il ne faut pas aller à l'hôpital. La guerre contre les infections nosocomiales, les armes existent, il y a les gestes évidents et ceux qui le sont moins. Personne d'autre, les gens qui vont chercher les patients n'ont l'autorisation d'utiliser cet ascenseur. La lutte contre les infections nosocomiales, d'un établissement à un autre, c'est le jour et la nuit. Voilà les montes malades. Ça, c'est un monte malade, un ascenseur spécifique pour les malades. Voilà. Vous avez une porte. Là, par exemple, on rentre en maternité. Si les règles d'hygiène étaient scrupuleusement respectées, près d'une infection nosocomiale sur 2 pourrait être évitée. Là, c'est le chariot à ménage. Des différences criantes entre les établissements. Rares sont ceux qui prennent au sérieux le fléau. La première tenue, c'est celle qui ne doit jamais sortir du bloc opératoire. C'est une tenue qui est spécifique. On doit voir personne dans l'hôpital se promener avec ça. Alors pourquoi cet homme se promène-t-il dehors, en tenue de bloc opératoire? Infection nosocomiale, scandale ou fatalité? Infection nosocomiale des milliers de victimes comme Tanguy. Ce bébé est né prématuré et la sonde qui l'a sauvé l'a aussi infecté. À cause de cette sonde, Tanguy est aujourd'hui handicapé. Elle était contaminée par une bactérie qui a pénétré dans son organisme et a grignoté sa hanche. À droite, c'est normal. À gauche, la tête de fémur a disparu. Aujourd'hui, Tanguy a 6 ans et sa mère ne comprend toujours pas ce qui s'est passé. Je ne comprends pas comment on peut aller dans un hôpital et en sortir très malade et handicapé à vie, ce qui est arrivé pour Tanguy. Comment un geste qui sauve peut-il briser une vie? Pour comprendre, nous nous sommes rendus dans le 20e arrondissement de Paris, à l'hôpital de la Croix-Saint-Simon. Ici, la lutte contre les infections nosocomiales a été déclarée priorité absolue. Cet homme s'appelle Patrick Mahmoudi. Il est chirurgien dans un domaine particulièrement exposé, la chirurgie orthopédique. Depuis plus de 20 ans, Patrick Mahmoudi est obsédé par les microbes. Ceux qu'on a sur nous sont les plus importants et ceux-là, il faut les éliminer en changeant de tenue, en s'habillant d'une façon spécifique, en se lavant les mains et en prenant beaucoup de précautions pour ne pas toucher quelque chose qui est sale et après le mettre dans le patient. Ce matin-là, nous avons suivi Patrick Mahmoudi au bloc opératoire sur son invitation. Ce que vous allez voir ici, c'est ce qui se fait de mieux, ce qui devrait se pratiquer partout. La chasse aux bactéries, mode d'emploi. La bactérie qui arrive par nous, par la chaussure, par nos cheveux, par notre peau, elle va contaminer le patient par voie aérienne, c'est-à-dire qu'elle se balade sur les poussières. Voilà. Et ce sont les poussières de l'air qui propagent les bactéries dans le champ opératoire et dans le patient. La guerre contre les infections nosocomiales, c'est d'abord une question de bon sens. Enlever ses chaussures sales et cacher ses cheveux. On ne doit pas quasiment voir de cheveux, de poils dans une salle d'opération. Alors on voit quand même un peu les cils, on voit tout ça. Bon, c'est sûr qu'on ne peut pas arriver complètement à éliminer tout ça, mais il faut limiter. Alors aussi, évidemment, il y a l'air que vous exhalez, qui peut être contaminé, donc vous devez absolument
mettre une bavette et la garder en permanence. Dès que vous passez la porte du bloc opératoire, on doit voir personne dans un bloc opératoire se balader sans bavette. Ici, pas de gendarme, pas de radar, mais la conscience professionnelle de chacun et un peu de discipline. Pour ceux qui seraient tentés d'oublier, un panneau vient le rappeler, le lavage des mains est obligatoire pour tous. C'est un lavage de décontamination, c'est pour pas rentrer dans le bloc opératoire les microbes que vous avez partout, dans le métro, dans l'ascenseur, en serrant 10 mains en arrivant à l'hôpital, etc. Donc là, vous devez vous laver les mains. Alors, on se lave les mains tout simplement, hein, c'est pas quelque chose de compliqué. On se lave les mains comme on doit tous se laver les mains chez soi plusieurs fois dans la journée. Le lavage des mains, un geste répété à l'infini. Un geste banal, mais un geste qui sauve. Et ça n'est pas tout. Alors vous voyez, partout on a des portes automatiques avec des pédales, c'est-à-dire que vous ne touchez pas la poignée de la porte, vous tapez avec le pied là-dessus, puis la porte s'ouvre toute seule, ce qui vous évite de mettre les mains partout et de contaminer les poignées de porte en particulier. Le chirurgien connaît bien l'architecture des lieux. Il a supervisé lui-même les travaux. Il veut nous montrer l'un des dispositifs les plus importants du bloc, la surpression des salles d'opération. À l'air extérieur. Ça veut dire que quand vous ouvrez la porte, c'est pas l'air du couloir et de l'extérieur qui rentre dans la salle d'opération, c'est l'air de la salle d'opération qui sort de façon à ce que les microbes puissent pas rentrer. D'autre part, vous avez au niveau des plafonds, vous avez des filtres absolus qui filtrent l'air de façon à pas laisser passer les microbes de l'extérieur, puisque l'air on le puise dans la rue, mais on le filtre, il n'y a plus de microbes du tout quand il arrive, et puis ensuite il est renouvelé de l'ordre de 50 fois par heure, il y a un taux de renouvellement de l'air, de brassage de l'air. Un seul coup d'œil à ce manomètre permet de vérifier que le dispositif fonctionne en permanence. Des protections partout pour empêcher les microbes de rentrer dans la salle d'opération. Pour Patrick Mahmoudi, c'est le moment d'attaquer le lavage chirurgical des mains. Il y a 2 ou 3 produits dont on sait que ce sont des produits bactéricides, c'est-à-dire des produits qui tuent vraiment les bactéries, alors qu'un savon ordinaire, ça ne tue pas les bactéries. 2 brossages successifs des mains jusqu'au coude. 10 minutes au total, c'est le prix de la vigilance, avec en plus des détails qui font la différence. L'eau des coudes, elle n'est pas propre, là. Et si vous mettez les mains plus bas que les coudes, eh ben vous allez contaminer vos mains avec l'eau des coudes. Donc, pour bien vous respecter les règles d'asepsie, vous voyez, il faut essuyer l'eau des coudes, mais il faut toujours que les mains restent plus hautes. Alors, on doit vous donner les choses en hauteur, parce que si on vous les donne en bas, bah, automatiquement, vous faites une faute. Une faute d'asepsie est si vite arrivée. Voilà pourquoi des règles ont été mises en place. Par exemple, le chirurgien ne doit pas s'habiller tout seul pour ne pas toucher ses vêtements. Et il met ses gants au tout dernier moment. Alors, vous voyez qu'on met 2 paires de gants. Là encore, on prend le maximum de précautions. On va me dire, déjà vous êtes lavé les mains, après ça vous remettez une paire, puis après vous en mettez encore une deuxième. C'est parce qu'on veut au maximum éviter les contaminations du foyer opératoire au moment où on opère. Ici, la protection est maximale. Et pourtant, même quand toutes les règles sont appliquées à la lettre, des microbes parviennent toujours à se faufiler dans la plaie. Difficile à admettre, mais le risque zéro n'existe pas. L'hôpital n'est pas une bulle stérile, isolée des bactéries. Ces bactéries, Nicole Desplaces les observe depuis plus de 20 ans. Elle est microbiologiste à la Croix-Saint-Simon. Elle connaît bien les microbes responsables d'infections, en particulier le staphylocoque doré, numéro 1 au hit-parade des infections osseuses. Nous avons voulu comprendre comment des bactéries aussi dangereuses que le staphylocoque doré pouvaient pénétrer à l'intérieur de l'hôpital. Et les bactéries, il y en a partout. Quand vous prenez le métro, vous prenez la rampe du métro, il y a des bactéries. Quand vous serrez la main de quelqu'un, vous échangez vos bactéries. Quand vous l'embrassez, vous échangez vos bactéries. Une infection à staphylocoque, c'est parfois pas grand-chose au départ, mais si le staphylocoque est très virulent, si le malade est très affaibli, très vite, l'infection peut gagner l'ensemble de l'organisme du malade, provoquer sa mort, bien sûr. Au laboratoire de Nicole Desplaces, on surveille les bactéries au quotidien. Prélèvement au bloc opératoire, dans les chambres des patients, tous les endroits sensibles de l'hôpital.
Mais cette fois-ci, pour nous prouver que les bactéries sont vraiment partout, Nicole Desplaces décide de faire un test plutôt inhabituel. Et c'est pour vous montrer qu'est-ce qui se passe sur un environnement, sur une surface inanimée, quel genre de bactéries on va trouver. Ça sera la surprise. Et la surprise, nous l'aurons 3 jours plus tard. 3 jours pour que les bactéries se multiplient dans le milieu de culture et deviennent visibles. Donc voilà ce qu'il y avait sur la rampe, 3 jours après. Donc il y a des champignons, colonies de champignons, des moisissures. Ce sont ces colonies duveteuses. Il y a probablement de l'aspergillus là, c'est les 2 petites noires. Et puis autrement, c'est des bactéries. C'est pas extrêmement sale pour une rampe. L'aspergillus, un champignon banal, mais qui peut bouleverser le cours d'une vie. Un champignon qui s'est emparé du destin de cet homme, Renaud Vincent. Il est surfeur, bronzé, sportif. Son histoire commence en Guadeloupe, où il vit avec sa femme et ses 2 enfants. Le soleil, la plage, le bonheur parfait. Chaque année, au moment des grandes vacances, la famille retourne en métropole, à Marseille. Août 2002. Cet été-là, Renaud doit se faire opérer d'une malformation cardiaque. Une intervention classique dans un service de pointe à Marseille. Et là, dans ce bloc opératoire, la vie de Renaud va basculer. Renaud, 32 ans, sportif et père de famille, se retrouve du jour au lendemain hémiplégique, paralysé du côté gauche. Tous les matins, un infirmier vient s'occuper de lui. C'est Pierre. Quelques jours après l'opération, il a été victime d'un accident vasculaire cérébral. C'est le champignon rentré par le cœur qui a atteint son cerveau. Endocardite à l'aspergillus, 50 cas dans le monde et Renaud est le seul survivant. Survivant, mais handicapé à vie. Eh bien, j'ai dû m'adapter, mais au quotidien, ça reste assez pénible, oui. J'ai du mal à jouer avec les enfants, à remplir mon rôle et de père et de mari. Non, mais ça doit être dur pour lui aussi, quoi, tous les jours d'avoir quelqu'un pour l'habiller, pour le laver, pour le... Bon, à 32 ans, je pense pas que ce soit... Ça fait que... Oui, ça me touche, bien sûr que ça me touche, oui. Lisez bien l'énoncé. Plus grave encore, Renaud garde des séquelles intellectuelles. À 65 francs l'un. D'accord? On l'a fait dans un premier temps. Renaud a du mal à mettre de l'ordre dans ses souvenirs. Mais je sais plus, moi, comment on fait les multiplications. Vous l'avez su. Et chaque semaine, l'orthophoniste l'aide à retrouver ses capacités mentales. 280 plus. Lorsque je participe à des repas avec des amis, j'ai du mal à suivre la conversation pendant tout le repas. Je peux aussi avoir du mal à aider ma fille à faire ses devoirs alors qu'elle est qu'au CP. Ou bien à faire des raisonnements pourtant simples. Donc pour tout ça, oui, j'ai encore du mal. Aujourd'hui, la Guadeloupe n'est plus qu'un souvenir. La famille Vincent vit à La Ciotat, à 20 minutes de Marseille. Une nouvelle vie à laquelle il a bien fallu s'habituer. Elisabeth, la femme de Renaud, est encore sous le choc, car pour elle, le rêve est brisé. C'est une vie complètement bousculée et complètement triste, hein, on va dire, parce que les enfants sont plus ou moins traumatisés, ne comprennent pas pourquoi leur papa ne court plus, ne joue plus à cache-cache. Et puis moi, ben, c'est plus mon mari, c'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui a beaucoup de difficultés d'attention, qui a des troubles dans ses réactions. C'est plus le même regard, c'est plus le même homme, tout simplement. À l'époque, l'affaire fait grand bruit. Un homme est mort et on ne sait pas encore si Renaud va s'en sortir. Tous deux étaient dans la même salle d'opération, au 7e étage de l'hôpital de la Timone. Que s'est-il passé? Elisabeth exige des réponses. Elle vient d'en obtenir avec le rapport du comité de lutte contre les infections nosocomiales qui dénonce